Bonjour, on enregistre ce podcast le 17 mai 2026 et oui, on est toujours pendant le Covid. Donc dans ce podcast, on va parler de notre vie quotidienne et de nos expériences pendant le Covid. Et bien entendu, puisque c'est un podcast sur le Covid, on va commencer cet épisode en parlant du hantavirus. Tu as suivi ce qui s'est passé toi? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, pas beaucoup quoi, enfin, c'est énervant. Tu as préféré pas suivre par frustration, c'est ça? Bah, un peu quoi, enfin, je commençais à suivre et puis je me suis dit, ah, enfin, l'histoire se répète quoi. Donc ça m'a un peu énervée mais ça m'intéresse pas, raconte-moi quoi. OK. Donc résumer un petit peu tout ça, donc c'est sur un bateau, le MV Ondius, il y a eu plusieurs cas de hantavirus qui ont été détectés, et les mesures sanitaires, les mesures de réduction des risques de contamination ont pas Enfin, été terribles. juste pour, voilà, c'est un virus qui se transmet par, l'air, partagé quoi, enfin c'est Ouais. aéroporté ou en tout cas un des modes de transmission c'est, aéroporté quoi. Ouais et du coup, comme le Covid et on pourrait se dire qu'avec 6 ans d'expérience, on aurait pu gérer ça, correctement Mais non. et non. Donc ouais, comme exemple, on a vu quoi? On a vu, bah, déjà des masques chirurgicaux, bon, alors qu'on sait qu'il faut du FFP2 et en plus, on a vu les gens les porter sous le menton. Toi, tu Bah, m'as on parlé enfin, on a de on a ouais, on a vu aussi des gens sans masque, sur les photos, quand ils sortaient les gens, du bateau, il y avait même des gens sans masque, quoi. tout à fait, même je me rappelle dans un bus, pour les évacuer ou les transporter je sais pas où. Donc le bus, c'est quand même un truc super confiné et on voit un mec qui enlève son masque. Bon, tu m'as parlé de la prise de température, qu'est-ce que tu as vu toi? Ben, en fait, il y a un mec, qui était sur le bateau, je crois qu'il est un influenceur, de voyage ou je sais pas quoi, en fait et le mec, il est confiné à Nebraska, enfin dans un hôpital, ou un centre, dans le Nebraska et en fait, il doit enfin, du coup, il fait des vidéos de ce qu'il fait, tous les jours et voilà, quoi et du coup, je me suis dit: «Je vais regarder, voir, voilà, enfin, un peu, je sais pas si on peut voir un système de ventilation ou des bons masques FFP2 et tout» et en fait, non, bah, une des choses que j'ai vues, c'est qu'il doit prendre sa température tous les jours, je sais pas si une fois ou 2 fois par jour, je sais pas mais en tout cas, il prend sa température tout seul, enfermé dans sa chambre. Il regarde son thermomètre et puis, il ouvre la porte ou enfin pour, donner sa température à l'infirmière, heu, avec un masque chirurgical. Enfin, lui, il est avec un masque chirurgical. Je sais pas l'infirmière en face, si elle est masquée avec, un chir ou un FFP2, je sais pas parce qu'il la montre pas. Mais, du coup, il ouvre la porte, il donne sa température et après il commande le repas et tout. Enfin, genre, il laisse la porte ouverte, un bon moment pendant qu'il commande le repas, alors qu'il est en masque chirurgical et qu'on sait pas en face il y a quoi, quoi. Oh là 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 là, alors il suffirait d'envoyer un mail ou de glisser une Bah, feuille ouais, sous la porte, n'importe quoi. Il y a plein ouais, d'autres façons de faire. ouais. Ah, du coup, ouais, donc il y a eu tout ça, ils ont décidé de pas faire de quarantaine sur le bateau. Donc au final, bah, tous les passagers, ont quitté le bateau, au plus tard le 11 mai et on a détecté un nouveau test positif d'un des passagers le 12. Donc ça montre que, bah, on a potentiellement, libéré des gens qui vont, se révéler positifs et contaminants dans la nature. Ils sont censés s'isoler. Hem, Est-ce qu'on peut avoir confiance en ça? Je ne sais pas trop puisqu'on a retrouvé un mec, dans un bar alors qu'il était censé s'isoler chez lui. Mais même, enfin ça c'est horrible, mais même avant ça, genre confiner les gens, chez eux avec leur famille, Oui. heu, donc il y a eu des enfin comme à chaque fois, hein, des consignes un peu contradictoires en mode, oui, la personne va s'isoler chez elle avec, sa famille et si elle a des symptômes, elle commence à porter un FFP2. Si, elle a besoin d'être en contact avec quelqu'un d'autre. Alors, ah non, Ouais. donc tu confines pas quelqu'un chez, enfin, chez sa famille quoi, en mettant en risque, tous les autres membres de la famille et après si symptômes, tu mets un FFP2. Enfin non quoi. Enfin déjà pourquoi on met en risque les gens de la famille?
De Mmh. pourquoi on n'explique pas que la transmission aéroportée, c'est aéroporté et que du coup, c'est pas, du coup, si tu as des symptômes, et que tu dois, avoir en face à face un autre membre de ta famille que tu dois porter un FFP2, il faut expliquer, comment ça se passe en fait. Il faut expliquer que si tu as été dans la cuisine, 3 minutes avant et que la personne arrive après, si tu été pas masqué avec un FFP2, elle est en risque en fait. Si, elle prend la douche après toi, elle est en risque. S'il y a des, systèmes de ventilation qui connectent les chambres, je sais pas, les différents espaces de la maison, il y a un risque en fait. Donc déjà, isoler les gens chez eux et avec, leur famille sans expliquer et tout ça, enfin, c'est mettre en danger, plein des gens, de façon enfin, je sais pas comment le dire, enfin, mais ça aurait pu s'éviter quoi. Enfin, il y avait d'autres moyens de le faire quoi. Ouais et puis je sais pas si c'est dit. Est-ce que les autres membres de la famille sont eux aussi censés rester isolés? Je sais pas. Bah, moi, J'espère. j'ai vu nulle part et ça aussi, je Ouais, me dis: «Mais du coup, enfin, qu'est-ce qu'on est en train de faire?» c'est ça parce que potentiellement ils vont être, contaminés et devenir contaminants et ils Ouais. vont aller bosser, aller à l'école. C'est irresponsable. Ah, mais tu as vu que, on a déjà retrouvé, un cas, potentiellement, je crois, de hantavirus, dans une école à New York et en France, je crois? Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose. Ouais, Heu, donc tu parlais de transmission aéroportée, et bah, tu es pas tout à fait d'accord avec l'OMS qui a commencé par dire que la transmission, elle peut se faire que entre des personnes qui ont des contacts très proches, presque intimes, mais au moins dans le même foyer. Alors, je sais pas à quel type de transmission ça correspond, hein, le virus qui regarde est-ce qu'on est dans le même foyer ou pas? Je vais, passer d'un hôte à l'autre, mais si on est en extérieur, non, je vais pas passer d'un hôte à l'autre. Et après un petit peu de temps, ils ont un petit peu élargi leur définition, leurs critères. À un moment, il y a une personne qui est décédée, donc ils sont allés, voir ce qui s'était passé dans l'avion qu'elle avait emprunté et ils ont tracé les personnes qui étaient au maximum à 2 rangs d'elle. ouais, c'est pas possible. Mais là, ce que tu dis, du contact, rapproché, tout ça, en fait, il y a José Luis Jiménez qui a posté un truc, sur, la confusion entre mode de transmission et situation de transmission. Ouais. Genre mode de transmission, aéroporté, situation, bah, contact rapproché, genre et enfin ça, c'est une grosse confusion, quoi. Enfin, Mmh. le contact rapproché, c'est pas un mode de transmission, quoi. Enfin, c'est une situation dans laquelle tu peux te contaminer, mais il faut parler des aérosols, il faut expliquer comment ça se passe. Il faut expliquer effectivement que si tu es, juste à côté, juste en face de la personne qui est malade, bah, tu as plus de risques, mais ça ne veut pas dire que si tu es un petit peu plus éloigné et que tu respires les aérosols contaminés, tu es moins à enfin non, tu es moins à risque, oui, mais tu es à risque quand même, quoi. Surtout si c'est un espace fermé, si c'est un espace fermé mal ventilé, ça va pas aller non plus et le mode de transmission reste, la transmission aéroportée, quoi. Mais Ouais. contact rapproché, personne va comprendre, quoi. Ouais, donc transmission aéroportée, on est d'accord et il faut peut-être en parler à notre ministre de la santé qui a dit, je cite: «Qu'il n'y a aucune raison de porter un masque pour le hantavirus». Non, mais Alors ouais, je pense qu'elle dit ça parce que pour l'instant, il y a peu de cas et soi-disant, on les trace, on les contrôle, mais, est-ce qu'on peut lui parler du principe de précaution peut-être? ouais, non, mais enfin et surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on peut pas dire enfin, on a déjà vu que les masques, ça marche, que les Ouais, FFP2, ça marche, que ça permet de diminuer la circulation d'autres virus, pas que le Covid, le Covid et d'autres virus aussi et qu'en hiver, chaque hiver, les hôpitaux sont débordés et cetera. mmh, Pourquoi on ne peut pas profiter de chaque occasion pour faire passer, le message que porter un masque, c'est important, que ça, prévient, des maladies, que ça prévient de tomber malade, que ça prévient de transmettre cette maladie à d'autres personnes. Je comprends pas pourquoi on gaspille des opportunités pédagogiques pour, expliquer aux gens comment se protéger. Enfin, je comprends pas. c'est vrai.
Enfin, c'est OK, OK, l'antivirus, c'est pas encore au stade OK, mais parlons des masques, en fait. C'est C'est important. ça, ouais. Ouais, Enfin, donc tout à fait, elle aurait pu dire éventuellement, elle aurait pu dire: «Bon, étant donné que ça s'est pas propagé, il y a pas de raison de porter un masque, mais il y a quand même d'autres virus à aéroporter et porter un masque, ça reste toujours utile». Ça aurait déjà été beaucoup mieux si elle avait dit ça bah, et en ouais, plus de ça, dans la presse, la reprise de sa citation, c'est jamais: «Il y a aucune raison de porter un masque concernant le hantavirus», c'est toujours: «Il y a aucune raison de porter un masque» et ça invisibilise absolument toutes les autres maladies, y compris le covid qui reste ouais. dangereux et ça discrédite toutes les personnes qui portent un masque pour se protéger, pour protéger les autres. Bah, ouais, 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 c'est enfin, vraiment ça va pas du tout, mais tu vois pourquoi ça Mais oui! mais raconte-moi, continue à me raconter, mais ça m'énerve. Non, non, mais du coup, essayons de se faire un petit peu plus, un peu moins du mal et un peu plus du bien. Si nous, on avait été en charge, si nous, on avait été l'OMS, comment on aurait géré tout ça? Bah, moi, je pense que déjà, on se serait entouré, des gens qui savent, quoi. Déjà José Luis Jiménez, je l'aurais Ouais, appelé, quoi. voilà. Et puis d'autres personnes qui soient vraiment, au courant des recherches qui se sont passées après 2020, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a appris de la chimie environnementale, de la physique des fluides, enfin, pour prévenir une pandémie, quoi. Ouais. Enfin, pour, ouais, effectivement, bien prendre en charge la situation. Enfin, je sais pas, mais Mmh. Plus concrètement, moi, j'aurais laissé les gens sur le bateau. Alors évidemment avec tous les aménagements nécessaires, hein, la bonne ventilation, le port du masque obligatoire, les soins si nécessaire, mais au moins les laisser centraliser sur ce bateau. Parce que là, on a éparpillé dans le monde entier des personnes potentiellement contagieuses ou potentiellement, qui seront contagieuses plus tard. ouais, parce que moi, je pense que, enfin, au-delà du truc, «C'est pas une pandémie, ça va pas devenir une pandémie, rassurez-vous» et cetera. Enfin, mais même si ça devient pas une pandémie, mais que ça tue quelques personnes dans les familles des gens qui étaient contaminés, ça va pas. C'est des morts évitables, en fait. Et je pense Mmh. que la question, c'est pas est-ce que ça va devenir ou pas une pandémie. La question, c'est il faut éviter que des gens meurent alors que c'était évitable, en fait. Il faut éviter que des gens soient contaminés parce que c'est évitable, parce qu'on a les moyens de le faire. Et donc, au-delà de rassurez-vous, enfin, ça vous concerne pas. Enfin, je pense qu'il faut s'inquiéter aussi pour la vie des gens qui sont en danger maintenant parce que les gouvernements ne sont pas en train de prendre les mesures pour les protéger. C'est les familles de ces gens-là, quoi, par exemple. Déjà, Ouais, directement, ça va pas, quoi. c'est vrai. Et du Bon, coup bref. alors, on sait pas encore si c'est une pandémie ou pas. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu penses que c'est le début de la pandémie du hantavirus ou tu penses que là, on voit déjà la fin et ça va s'arrêter? Bah, je sais pas. Je sais pas, moi, je pense que, d'après tout ce que tu m'as raconté et de ce qu'on a vu, en tout cas, la gestion, elle est pas très bonne et Ouais, c'est tout ce qu'on peut dire, à ce stade. ouais, Enfin, et que ça et évidemment, la gestion des premiers moments enfin, d'une épidémie ou d'un cluster, bah, elle est, déterminante pour la suite et le fait ou pas que ça s'est transformé en pandémie, quoi. Mais en tout cas, à ce stade, la seule chose que je peux dire, c'est que la gestion, elle est pas bonne, quoi. Et c'est toi? ça, ouais. Mmh. Si ça devient une pandémie, ce sera probablement à cause de ce qui a été fait, ces dernières semaines, ouais. Ouais. Tu te rappelles le début du covid? Comment c'était pour toi? Ah, bah, ouais, écoute, moi je travaillais dans un hôpital, donc on a entendu parler du covid, on nous indiquait qu'on risquait de recevoir des patients. Ça, c'était, en février, 2020. Je me souviens d'ailleurs qu'on nous avait dit que, le covid était plus contagieux que la grippe, mais beaucoup moins dangereux. Donc avec le recul, waouh!
Et début mars, bizarrement, alors que c'est vraiment pas dangereux le Covid, on a, le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui met notre hôpital et certainement d'autres, en plan blanc. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, de s'éloigner, de l'hôpital, pour pouvoir être disponible, en cas de besoin puisqu'on allait, mettre l'hôpital à disposition. On allait fermer des services, des lits, au cas où on recevrait des malades du Covid. Et du coup, les gens ils ont loué des chambres autour de l'hôpital? Do louer des chambres autour, non, pourquoi? Bah, parce que si tu as pas le droit d'être à plus d'1 heure, enfin genre, Ah! s'il y avait des gens qui habitaient à plus d'1 heure, de l'hôpital? Oui, pardon, j'avais pas compris ta question. C'était peut-être pas 1 heure exactement, c'était peut-être enfin, là, c'était peut-être qu'il fallait pas quitter la région, mais c'était quelque chose comme ça. Par OK. contre, oui, j'ai souvenir aussi, qu'il y a des gens qui dormaient, à la cafétéria, pour pas être trop loin, pour être disponible à toute heure. Ah ouais? C'est ouais, c'était bah, voilà, moi, c'est ce genre de mesure qui a fait que j'ai pris conscience que la situation était assez grave. Ah ouais, mais et du coup, ils dormaient dans la cafétéria, mais déjà en mars, enfin déjà quand les plans blancs étaient déclenchés ou avant en prévision, Ah, quoi? ça, je sais plus exactement quand c'était, mais possiblement pendant le plan blanc, je pense, ouais. OK et du coup, le plan blanc, ça signifie être, les personnes le personnel doit être près de l'hôpital. Ouais. L'hôpital ferme certains services pour donner priorité à d'autres et quoi d'autre? Alors je sais plus si la fermeture des services, ça fait partie du plan blanc, mais, en tout cas, ouais, c'est le fait de devoir être, absolument disponible, en peu de temps. C'est vraiment ça le plan blanc pour moi. Ah OK, donc le plan blanc, c'est une question pour le personnel. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois disponible, si on reçoit des patients. Donc, pas de vacances, quoi. On nous a fait annuler nos congés. On n'a plus le droit de prendre des vacances à ce moment-là. OK, C'était OK, impressionnant. OK. Et toi, comment c'était le tout début? Bah, moi, du coup, je me rappelle qu'en décembre 2019, moi, j'écoutais un journal de gauche. Je l'écoutais tous les jours, heu, bon, sauf le week-end et je le mettais toujours un peu, dans le fond pendant que je faisais d'autres activités et si j'entendais, des infos qui m'intéressaient, j'arrêtais et puis j'ai faisais vraiment attention, quoi. Donc j'ai enfin, sans faire attention, j'avais écouté, qu'il y avait un nouveau coronavirus et et du coup, je l'avais écouté plusieurs jours de suite et je me disais: «OK, c'est cool en fait, il y a une nouvelle espèce, enfin il y a un nouvel, organisme vivant», enfin, je pense que j'avais même pas entendu le mot virus dans le coronavirus, tu vois? Mais c'était un nouveau, enfin, il y a un nouveau coronavirus, et pour moi, c'était chouette pour la science, enfin pour, je sais pas, pour la faune, pour la flore, je sais pas, tu vois? Enfin comme quand on découvre, une nouvelle espèce animale ou enfin, c'est cool, quoi. Mais du coup, je comprenais pas pourquoi on continuait à parler tous les jours de ça. Enfin, j'étais en mode: «OK, enfin, c'est cool et tout, mais» et du coup, donc c'est pas comme maintenant où on voit on sait pas si c'est le début de l'intervirus, mais en tout cas, on voit comment la gestion de cette crise, elle est mal faite dès le début. Bah, à Mmh. l'époque, je m'intéressais pas à ça, je enfin, je comprenais pas et les seuls, souvenirs que j'ai, c'est, enfin, je me rappelle qu'après, dans les mois d'après, sans comprendre toujours très bien, hem j'ai vu qu'il y avait des usines quelque part, je sais plus, je pense que c'était en Asie, qui au lieu de faire des parties d'iPhone, avaient commencé à faire des masques et je voyais aussi un truc de, gel hydroalcoolique, qui commençait à se vendre beaucoup, mais un peu dans d'autres pays, même dans d'autres continents, quoi et donc je me disais: «OK, enfin enfin, peut-être que là-bas, il y a» enfin, je sais pas ce que j'ai pensé vraiment, quoi, mais je comprenais pas très bien. Et après, je me rappelle, qu'il y a eu le je crois qu'il y a eu le confinement en Italie Ah ouais. et et après voilà, en 2020, là, je commençais vraiment à m'intéresser,
au truc, quoi. Mais, enfin, ou peut-être, fin février, voilà, je commençais à avoir peur de prendre, le métro. Enfin, c'était quand que la ministre de la santé a dit qu'il fallait pas porter de masque parce qu'on savait pas utiliser ces outils, techniques, bah, Je à sais cette plus quand époque-là, c'était, ouais. Ouais, ça devait être il là, faudrait hein, qu'on cherche, où il y avait les c'était affichettes dans les aéroports qui allaient bien ouais, nous protéger. mais cette dame, elle avait dit, voilà: «Il faut pas porter de masque parce que c'est plus dangereux que Ouais, ne pas le porter». ce qui a aucun sens, absolument, ouais. Parce que quand vous portez un masque, vous touchez vos visages beaucoup plus. Enfin, un truc au mode, le virus se transmet par le toucher, Mmh. et du coup, si vous touchez votre visage, bah, enfin, il y a plus de risques d'être contaminé, quoi. Et donc, quand, elle a fait cette annonce, déjà à cette époque-là, ouais, je m'intéressais au truc et j'avais peur de prendre le métro. J'avais envie d'utiliser des masques, Ouais. mais je le faisais pas parce que j'avais un peu honte qu'on dise, qu'on me regarde un peu comme quelqu'un de bête, ou enfin voilà, elle a pas compris qu'il fallait pas de masque, machin, ou elle utilise un masque alors que c'est par contact, et que du coup elle a rien compris la transmission, enfin. Mais je me rappelle la sensation de peur dans le métro, et des peurs, aussi dans voilà, avec, les fruits et les légumes, en mode, il faut le laver, mais en termes de gestion de crise, je pense que, ouais, en mars, j'ai commencé à m'intéresser, enfin vraiment, quand il y a eu, ouais, enfin juste un petit peu avant le confinement, quoi. Et c'était quoi Et tes sources d'informations alors? Puisqu'on a vu que les instances officielles, c'était pas ça, le gouvernement, l'OMS non plus. On se rappelle que pendant longtemps, ils ont maintenu que, la transmission était pas aéroportée. Comment tu as appris tout ça toi, du coup? bah, non, enfin, au début, au début, c'était le gouvernement, c'était l'OMS, et après, j'ai eu, quelqu'un dans mon entourage qui a commencé à lire, des recherches qui montraient que, c'était une transmission aéroportée. Mmh. Et du coup, par exemple, cette personne m'a envoyé, l'étude dans le bus, qui montrait qu'il y avait une transmission, de quelqu'un qui n'avait été pas proche de la personne qui était, contaminée, mais qui avait été dans le courant d'air qui venait de, enfin, voilà quoi. Et après on m'a envoyé, une autre étude sur la transmission aéroportée, et en fait, ça a commencé à me passionner ce truc D'accord. parce que c'est de la physique des fluides. Et du coup, bah, d'un coup, il y avait plein plein d'études en physique des fluides et tout le monde en parlait. Et je me suis tournée sur Twitter et du coup, ma source principale d'information, c'était les scientifiques, sur Twitter qui faisaient, de la vulga scientifique, quoi. D'accord. C'était bien à l'époque Twitter. Ouais, et toi? Bah, moi, à vrai dire, c'est par toi que j'ai appris, à peu près tout ce que je sais. Je me rappelle juste, que, bah, au travail, on avait, des masques, chirurgicaux qui étaient gracieusement offerts. C'était vraiment sympa. On a eu aussi, je crois que l'hôpital nous a offert à chaque employé 2 masques en tissu, si je dis pas de conneries. Super, merci beaucoup. Attends, et c'était comment Ouais. tes masques en tissu? Ah, je sais plus, mais, c'était pas fait main, hein, c'était quand même industriel, mais, bon, ça restait des masques en tissu, quoi, ça sert pas à grand chose. Et j'avais un collègue, lui, qui mettait des FFP2, des FFP2, bifold comme on appelle, donc c'est ceux qui se plient, qui ont un pli vertical. Ouais. Et je me souviens à l'époque de Mais du coup, trouver ça c'était quand des même, FFP2 ou c'était, des KN, 95? ah oui, peut-être, peut-être, Oui, OK. je sais pas. En tout cas, cette forme-là. Et je me souviens m'être fait la réflexion que quand même il exagère ce mec, enfin c'est bon, on nous dit ce qu'il faut faire, les chirurgicaux et les masques en tissu, ça suffit bien. Pourquoi il fait son intéressant? Juste parce que, sa mère est médecin, je crois, ou un truc comme ça. Et après je me suis dit: «Attends, sa mère est médecin, peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas». Et je crois que c'est je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à mettre des FFP2. Bah, moi, au début, ouais, je m'étais, ouais, effectivement, moi aussi, j'avais des masques, que le gouvernement avait donnés. Moi, j'avais les masques qui étaient un peu, comment ça s'appelle? Bec de canard? Ouais. Bah, mais en tissu. En Et du tissu? Je coup savais pas que ça ouais, existait ça. ouais, 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 et du coup,
C'était des masques avec, des élastiques derrière la tête, Mmh. blancs, qui avaient, je pense, 3, 3 couches de tissu, je crois. Oh là là. Et en fait, ça fermait, enfin ça collait bien à mon visage, hein. Heu et après, bah, je commençais à apprendre, sur les masques, pareil, enfin, j'avais dans mon entourage aussi des gens avec qui j'ai discuté, de ça et qui pareil, des gens qui continuent à lire, qui continuent à s'intéresser, c'était une question de survie, en fait, quand on a commencé à Mmh. voir que partout on disait c'est par contact et qu'on voyait que les recherches disaient aéroporté, bah, les autres personnes ou l'autre personne à laquelle je pense notamment dans mon entourage s'intéressait aussi à 100% parce que c'était une question de survie et du coup on partageait des infos par rapport à ça et tout. Et après j'ai acheté mes premières FFP2. Euh, C'était, enfin du coup je suis allée sur internet en mode FFP2 Mmh. et j'ai acheté des FFP2 et des FFP3, ouais. Voilà, voilà, voilà. Ah ouais, Je quand me même. rappelais pas, ouais. Et les FFP2, c'était bifold, mais derrière la tête, quoi. Enfin, donc des FFP2, voilà, quoi. Mais je pense que c'était un peu grand pour, mon visage. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'était un peu grand pour mon visage et les FFP3, c'était très, très grand. Donc j'ai porté un une fois et puis je les ai donnés à une autre personne qui a une tête beaucoup plus grande que la mienne. OK. Voilà. Et après, j'ai découvert qu'il y avait des faux FFP2 et ouais, trop peur, hein? Mais c'est horrible! Tu crois te protéger et en fait pas du tout. Ouais. Et Oh du non. coup, j'ai commencé à m'intéresser, c'était quoi un FFP2? C'était quoi un bon FFP2? C'est quoi une bonne marque des FFP2? Et moi, je connaissais déjà, les FFP2, je les avais connus, des années auparavant. J'en avais déjà porté. Et la première fois que je suis allée en pharmacie pour en acheter, parce que je me suis dit: «Je vais peut-être», enfin, je savais pas, en fait, si, les masques que j'avais étaient les bons et tout, donc je me suis dit: «Bah, je vais en acheter, comme ça, je vais avoir les mêmes que j'avais à l'hôpital, il y a des années, quoi». Mmh. Je suis allée en pharmacie et je demande des FFP2 et on me donne un KN95, mais un peu mal fait, tout, quoi. Et j'ai vu ça et j'ai dit: «Mais c'est pas un FFP2 ça». Mais je savais pas très bien, tu vois? Mais je savais que c'était pas comme ce que j'avais porté et que ça avait pas l'air, voilà, quoi. Et la personne m'a dit: «Bah si». Je dis: «Non, du coup, gardez-le, je veux pas ça». Et là, sur internet, j'ai cherché partout et j'ai découvert la chaîne YouTube, The Mask Nerd. Tu la connais? Non, je connais pas, c'est qui? Bah, The Mask Nerd, c'est un mec, qui s'appelle, Aaron Collins. OK. C'est un États-Unien et je crois qu'il était un ingénieur, mais je sais pas un ingénieur, quoi, enfin voilà. Et il avait une chaîne YouTube où je crois qu'il montait du vélo, un truc rien à voir. Et pendant le premier confinement en 2020, je crois, ou je sais pas, en tout cas, heu, entre 2020 et mi-2021, il a commencé à faire des tests dans sa salle des bains pour voir quels FFP2 étaient bons ou pas Extra. et quelle marque. Et du coup, j'ai regardé, mais toutes ces vidéos et chaque fois qu'il y avait une nouvelle vidéo, mais je la regardais en entier et tout et j'ai cherché partout et aucun des masques dont il parlait était trouvable en France. D'accord. Et donc je me sentais de moins en moins protégée avec avec ce que j'avais, quoi. Eh ouais. Et finalement, en novembre 2021, moi, j'ai regardé, une de ses vidéos et j'ai vu qu'il parlait des 3 Hémora. Et je me suis dit: «3M quand même, ça doit ça doit se vendre un peu partout, quoi». Et j'ai trouvé mes premiers ers 3M Aura, et du coup, bah, depuis, je les porte tout le temps. Du coup, voilà, donc c'était comme ça pour les masques. Je garde quand même mes masques en tissu de l'époque, hein. Ah ouais, en C'est souvenir? bah, oui, c'est un souvenir, quoi. C'est un vestige. Bah, oui. Merci pour Heu, rien. quoi, quoi, quoi? Merci pour rien.
Non, mais après, je sais pas si tu as vu des recherches qui montrent que, le plus important dans un masque, c'est, la fermeture hermétique et il y a même des études qui montrent qu'un masque en tissu bien hermétique Mmh. fonctionne mieux qu'un masque chirurgical. Ça, c'est Parce que incroyable. ouais, parce que les masques chirurgicales, n'ont pas une fermeture hermétique, quoi. Ouais Donc et ça baille sur les côtés, hein, souvent le masque chirurgical, c'est même pas que c'est pas hermétique, c'est que c'est pratiquement ouvert, en fait. ouais, ouais et en fait, même enfin, une un mini trou de Mmh. quelques millimètres, ça peut laisser entrer, de l'air non filtré. Ouais, Genre 50 de l'air non filtré peut entrer par un mini trou, quoi. ouais. Parce qu'en fait, le but des masques et c'est pour ça que le la fermeture hermétique est importante, Mmh. le but des masques, c'est de filtrer de l'air avant que tu le respires et filtrer de l'air quand tu, respires de l'air, sale quoi, enfin quand tu expires. Ouais. Voilà, quand tu expires de l'air sale, c'est de le filtrer avant qu'il, parcourt, l'espace, qu'il arrive chez, quelqu'un d'autre quoi. Ouais, Donc d'accord. si ton masque n'est pas bien hermétique, l'air n'est pas obligé de passer à travers le masque et d'être filtré quoi C'est ça, il y a et moins de donc résistance là où c'est ouvert, donc il ouais, va pas s'emmerder à passer, par le filtre qui est plus résistant, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc le plus important, c'est une bonne fermeture Mmh. hermétique et voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande de bien se raser pour les gens qui ont de la barbe, parce qu'il suffit de toutes petites débuts de repousse de poils pour soulever le masque en fait et ça fait une ouverture. Ouais, c'est ça. C'est hyper important. Ouais. Donc les gens qui ont une barbe, une vraie barbe, non, il faut vous raser si vous mettez des masques. Et c'est toi qui parles, en tant que Ouais, moi j'avais une barbe avant, je préférais avec une barbe, mais voilà, je l'ai plus parce que je préfère aussi ma santé. et c'était une À grosse choisir. barbe aussi, hein? Non, c'était pas une grosse barbe, c'était Bah, une dans les barbe photos que je naissante. vois de toi, c'était quand même, Ah oui, mais c'était avant, c'était encore avant ça, c'était il y a longtemps. Mais ah OK. au début du covid, non, je crois que j'avais une genre de barbe de 3 jours, un truc comme ça. Ah OK, ah OK. Il me semble. Bon. OK, donc c'est ce fameux Mask Nerd qui t'a formé sur les masques et comment tu t'es formé sur les autres mesures de protection et d'analyse de la qualité de l'air? Bah, là, je pense à José Luis Jiménez qui a fait un énorme boulot, de vulga scientifique, sur Twitter, mais il y a d'autres personnes, c'est juste que je retiens pas leur nom. Mmh. Comme, pour les masques, enfin au début c'était, lui, mais enfin The Mask Nerd, mais après il y a eu d'autres personnes aussi qui ont commencé à faire des tests, en ligne, enfin je me rappelle pas très bien les dates, des autres personnes, mais c'était pas j'imagine quoi qu'il y avait d'autres personnes aussi, voilà, c'est juste que lui, je me rappelle très bien parce qu'il avait sa chaîne. José Luis Jiménez, je me rappelle très bien parce que, bah, ses fils Twitter, je l'ai adoré et tout, enfin voilà quoi. Mais j'imagine qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient aussi de ça, qui partageaient des études, qui expliquaient les études, partagées, qui rendaient ça vraiment, compréhensible, et ça m'est passionné de plus en plus. Mmh. Et je sais pas en fait, c'est qui la première personne qui a parlé, des capteurs de CO2 et des ppm, mais je sais que depuis mars 2020, je savais que ça existait quoi D'accord. et heu et donc je savais que, le gouvernement allait obliger les gens à avoir, des capteurs de CO2, et que même, les gens, par leurs propres moyens, allaient avoir l'intérêt d'acheter des capteurs de CO2 parce que, bah, tout le monde veut survivre, quoi. Enfin, selon moi Ouais. et donc en mars 2020, moi, j'ai vu ça. En mars, je crois que c'était en mars 2020, moi, j'ai découvert le Aranet 4 Mmh. et qui est un capteur des CO2, très performant et qui est connecté sur ton téléphone, donc tu peux voir,
les graphiques de la qualité de l'air, des endroits où tu as été et tout, mais qui coûtaient, je sais pas, 200 € à l'époque, quoi. Et donc, enfin, je crois que c'était moins de 200 € à l'époque. Et après, ça a augmenté, je sais plus. Mais en tout cas, c'était cher. Ouais. Et je me disais que ça valait pas la peine de Mmh. l'acheter si bientôt ça allait être installé partout, Et dans oui. les restaurants, dans les hôpitaux. Donc j'attendais et je voyais que personne ne parlait vraiment de qualité de l'air. Et moi, quand j'ai discuté avec les gens et tout, enfin, personne, enfin, c'était une discussion inexistante. Et donc, petit à petit, je me suis dit: «OK, il va falloir que j'achète ça parce que, bah, personne va le faire, quoi». Et donc, j'ai acheté, le capteur en 2022, je crois. Mmh. Et du coup, voilà, donc j'ai commencé à mesurer donc, on dit qu'il ne faudrait pas dépasser, les 700 ppm, plus ou moins, c'est ça? 800, c'est les max, quoi, n'est-ce Ouais. pas? Mmh. Ouais. Et une qualité de l'air de 600 ppm, c'est correct. Et à l'extérieur, à l'air libre, on est plus ou moins à 450 ppm. Mmh. Et donc, je me promenais avec mon capteur un peu partout et puis je voyais que l'air était dégueulasse partout. Voilà, mais c'était intéressant, c'était, voilà, aussi une manière de discuter avec les gens, de leur dire: «Voilà, ça c'est une mauvaise qualité de l'air, ça mesure la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air, donc quand tu respires, bah, tu jettes du CO2 et Mmh. c'est une manière de, enfin, un peu comme une manière métaphorique de mesurer la quantité de risque que, il y a dans un espace, de contamination parce que, du coup, s'il y a beaucoup de CO2, ça veut dire que, bah, il y a beaucoup d'air sale et si l'air sale est contaminé, heu, enfin, air sale parce qu'il a L'air été expiré, ouais. Mmh. expiré, voilà. Et s'il a été, expiré par une personne qui est contaminée par le covid, la tuberculose, la rougeole, Mmh. la grippe, et cetera, bah, il y a plus de risques de le respirer, et du coup d'être contaminé. Et donc c'est pour ça qu'on dit que 800 ppm, c'est quand même un peu la limite, parce qu'à 800 ppm, tu as un risque, mais il est petit, quoi. Et à partir de là, bah, c'est de plus en plus, risqué, mais il y a des espaces, Mmh. il y a des cabinets de consultation des médecins où j'ai eu, 2 900 ppm. Ah oui. Mmh. On a vu ça, ouais. Heu, ouais, donc il y a des endroits qui sont vraiment, sales, quoi, où le risque de contamination est, très élevé. Et sans parler aussi du fait que, s'il y a beaucoup de CO2, tu as moins de performances, cognitives, donc tu as plus de troubles de mémoire, tu as plus de troubles de concentration, tu peux avoir mal à la tête et cetera, quoi. Donc ça, c'était pour, les oui, et du coup, c'est une manière de mesurer la qualité de l'air. Donc Ouais. la Mmh. qualité du renouvellement de l'air. Parce que si le CO2 est très élevé, ça veut dire que l'air dans cet espace, n'est pas renouvelé fréquemment, quoi. Ouais. Et donc là, il faut ouvrir des fenêtres. Ouais, voilà, donc il faut ouvrir, les fenêtres, quoi. Ouais. Ça fait circuler l'air, ça le renouvelle et donc l'air expiré, il va à l'extérieur et l'air propre de l'extérieur, il rentre. Ouais, et toi, du coup, comment t'as acheté, tes capteurs de CO2? Bah, moi, la première fois que j'en ai vu un, c'était le tien, c'était ton fameux Aranet. Ah ouais! Je suis même pas sûr, que je savais ce que c'était à l'époque. Je crois pas. Donc c'est toi qui as dû Mmh. m'expliquer C'était quand? et c'était quand? Oh là! Je sais Bah pas. oui. Je pense que non, non, je sais plus. Je sais plus du tout. Hem Et du coup, comme tu dis, il est assez cher, c'est Ouais. le Aranet. Donc j'ai acheté un petit peu moins cher et qui était vraiment pas terrible. On a fait Je me rappelle qu'on a fait des comparatifs, on mesurait l'air, ensemble
Oui. et ils étaient pas du tout d'accord. Et je crois même que des fois, le mien était au-dessus, d'autres fois il était en dessous du tien, ça avait aucun sens et il avait pas les fonctionnalités, je crois, de mémoriser les valeurs et de faire des graphes. Bon, donc au final, je l'ai laissé tomber et j'ai fini par m'acheter un harnais aussi, et j'en suis très content. C'est vrai que c'est moi, j'adore voir les graphiques, parce que tu vois tes déplacements dans la journée. Tu vois quand tu es dehors, là, c'est tout bas, c'est tout vert. Tu vois quand tu montes dans ton RER, bondé avec l'air dégueulasse et oui, ça avoisine les 2000 ppm, parfois plus. Mmh. Ouais, c'est toujours intéressant de voir ça Mmh. Bah, c'est chouette. et donc c'est une fois que tu as eu ce capteur de CO2, que tu t'es intéressé à la question de la qualité de l'air, c'est comme ça que tu as été, amené à acheter un purificateur? Bah, moi, je m'intéressais à la question de la qualité d'air avant d'acheter le purificateur. Ah pardon, avant d'acheter le capteur. D'accord. C'est juste que je l'achetais pas parce que je pensais que c'était un achat inutile et très cher parce que, ça allait, faire doublon, hein, parce que ça allait être partout dans tous les espaces, tu vois? Mmh. Donc je m'intéressais à la qualité de l'air, et la première chose que j'ai acheté, c'était, bah, ce, capteur de CO2 et après je me suis dit: «OK, l'air est dégueulasse un peu partout». Ah oui, mais pareil, hein, pareil comme, pour le capteur, moi je voulais pas acheter un purificateur d'air parce que c'est Mmh. cher et parce que je me disais que ça valait pas la peine hein, de le faire Le parce voir que, partout. bah, tous les gens allaient l'acheter. Ouais. Enfin, pour moi, c'était évident que, dans les restaurants, par exemple, il allait y avoir plein des purificateurs d'air, Ouais. enfin, c'était inconcevable que ça se passe pas comme ça, donc j'allais pas dépenser mon argent dans un truc, voilà quoi. Donc un nouveau, tu vois? Un nouveau, j'ai continué à attendre Ouais. jusqu'à ce que bon, finalement, je me suis dit: «OK, ben, apparemment, ça va pas se faire, donc je l'achète». Et donc j'ai commencé à voir et puis, sur Twitter, je suivais, comme je t'ai dit, beaucoup des comptes, des gens qui ah oui, j'avais beaucoup des comptes des gens qui avaient le Aranet 4 et du coup Ouais. qui faisaient des mesures, des qualités de l'air et j'ai suivi des comptes aussi, enfin ces mêmes comptes, s probablement, qui, parfois devaient voyager et qui voyageaient avec, un purificateur et j'ai commencé à voir des gens qui avaient des purifs chez eux et tout et donc je commençais à bah, je savais pas comment chercher et quel est un bon purificateur d'air, quoi et du coup, bah, à l'époque, j'étais en mode, bah, celui-là, je le vois un peu partout. Les scientifiques, ils voyagent avec, ça doit être, le bon et tout et c'est après qu'il y a eu, le truc un peu collaboratif, où il y a les, Google Sheets, plusieurs personnes. Il y a plusieurs Google Sheets qui ont fait, plein des mesures, des c'est quoi un bon, purificateur d'air, en fait, ça m'a amené du coup à m'intéresser comment, bon déjà comment un purificateur marche Mmh. et il marche un peu c'est un peu le même principe, qu'un FFP2 quoi. Il Ouais. filtre l'air et du coup il prend l'air, sale, il les passe par un filtre et après il le jette de l'air propre et donc ça m'a fait m'intéresser à comment on mesure l'efficacité d'un purificateur d'air parce que moi je voulais pouvoir aller dans un endroit avec mon purificateur d'air et dire: «OK, il marche, c'est bon, il y a plus de covid». Ouais, c'est ça. On peut pas juste se contenter d'avoir un purificateur d'air, il faut vérifier quand même son efficacité, ouais. Mmh. Et du coup, ça m'a amené à m'intéresser aux capteurs des Ah, particules fines, 2,5, 10, 1, heu, qui permet de mesurer plus ou moins enfin, qui permet de mesurer évidemment l'efficacité d'un purificateur, mais qui permet pas de mesurer le risque, heu, de la contamination du covid ou pas, quoi. Donc je mmh, suis toujours pas contente. ouais. J'ai envie qu'on crée, un capteur de covid et que je puisse être, tranquille dans un endroit, et dire: «OK, c'est bon, ici il y a plus de covid» ou «Ici c'est bon, je l'ai purifié». Ce serait tellement bien ça. Ouais. Mais du coup, voilà donc ça m'a amené, à m'intéresser à tout ça et j'ai acheté mon 1er purif et après j'ai acheté, le capteur enfin mon premier capteur de particules et du coup voilà quoi.
Et du coup, toi, comment t'as acheté, toi, tes, tes purificateurs ou comment? Mmh, les puri je crois que c'est pareil, c'est parce que j'ai vu que tu en avais, que je m'y suis intéressé et tu as dû m'expliquer. Et ouais, pareil, j'ai cherché un modèle puissant. Alors moi, j'avais pas envie de me prendre la tête avec des formules, à calculer, le volume de chez moi, le CADR. J'ai pris un truc puissant de base en me disant: «Bah, s'il est plus efficace que nécessaire, parfait quoi, c'est très bien». Voilà. Moi, je suis du genre à pas trop m'embêter avec les calculs. Et entre temps, je me suis aussi penché sur les purificateurs, comment dire? Portables et transportables, enfin ouais, portables, individuels si on veut. Ouais? Donc ceux-là, c'est pas des purificateurs qui ont pour vocation de purifier l'air d'une pièce, mais qui purifient l'air directement que toi tu vas respirer. Donc tu les orientes vers toi et c'est vraiment un flux, pas spécialement fort, mais qui devrait, suffire à ce que toi tu respires de l'air, Bah, propre. qui Mmh. réduit un peu le risque, mais ça Voilà, c'est ça. remplace pas les masques. Ça ouais, alors je pense que non, non, ça remplace pas les masques, mais moi, je le mets, par exemple, dans le RER quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de CO2 et que je me dis: «Bah, là, même avec mon masque, je me sens pas en sécurité», donc j'ajoute ça par-dessus. Mmh, OK, Après, il y a OK. ça m'est arrivé alors quand j'ai dû manger en extérieur, bon, bah, là, tu es obligé d'enlever le masque, mais bon, je suis pas tout à fait rassuré et donc ça m'est arrivé d'utiliser ça, sans masque quand je mange. Bon, Mmh, OK. je Mais pense en que c'est extérieur, genre en ex ouais, ouais, je mangerai pas en intérieur, avec ça, non, non. ouais, tu cumules les mesures de réduction de risque, quoi. Voilà. Tu manges en extérieur. J'imagine évidemment, le Mmh. pas dans une foule Ouais, j'évite. et avec, le purif, quoi. C'est vraiment pour être Ouais. clair, sur le fait que ça remplace pas le masque. Ouais, ouais, c'est ça, tout Mais à fait, c'est ça. Mais du coup, ça implique, énormément de temps. Enfin, tout ça, en fait, a impliqué et continue à impliquer énormément de temps, d'études, des Mmh. lectures, des discussions, des relectures, des regarder des vidéos, beaucoup d'argent aussi parce que du coup, maintenant, j'ai plusieurs purifs, heu, bah, un peu comme toi, quoi, pour, les Ouais, amener quelque part, les autres pour chez moi, enfin machin, les masques, heu, c'est beaucoup d'argent et en fait, c'est tout un tas de choses qu'on ne devrait pas à faire si on avait eu et si on avait une bonne gestion, de la pandémie de Covid aujourd'hui en 2026, quoi. c'est ça. Enfin, Mmh. moi, je continue à penser que, par exemple, les masques, ça devrait être gratuit pour tout le monde, des bons Ouais, masques. Tout le monde a le droit de pouvoir se protéger, que les espaces devraient être, bien ventilé avec de l'air purifié, et c'est dommage quoi. C'est dommage, que le gouvernement ne fasse, rien, qu'institutionnellement, ça ne passe rien non plus, parce que dans les hôpitaux, il pourrait se passer des trucs, même si le gouvernement ne dit pas qu'il faut faire des trucs, mais en fait, il se passe rien nulle part et alors qu'on devrait avoir une responsabilité collective de la gestion de cette pandémie de Covid. Bah, en fait, ça nous amène à des trucs, très, individuels, même si nous, on essaye de faire du collectif effectivement, ouais, mais c'est très individuel, ça pèse, c'est dur, quoi et heu et c'est triste de voir qu'en 2026, avec, un nouveau virus aéroporté, on fait à nouveau, des erreurs qu'on ne devrait pas faire, qu'on ne devrait ouais, plus les faire. c'est ça. On se rend compte que collectivement, on n'a pas appris du tout du covid, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais et donc voilà, c'est l'idée de cette partie du podcast, c'était ça, c'était de prendre un petit peu toutes les connaissances qu'on a et de les mettre à disposition des personnes qui vont nous écouter. Voilà. On espère que vous en ferez bon usage. Bah, écoute, merci, d'avoir enregistré, ce podcast. C'était vachement chouette, c'était très intéressant. Comme on fait ça un petit peu à l'arrache, on sait pas trop quand le prochain numéro sera disponible, mais tout ce qu'on sait, c'est que ce sera encore pendant le Covid. À bientôt. À bientôt. J'ai dit au revoir. Bah, voilà, c'est fait.